visioconférence Business Scope Group. Nous sommes très nombreux aujourd'hui à assister à ce premier événement. On est déjà très nombreux inscrits. Il reste encore quelques personnes. On va vous faire patienter 2-3 minutes et à 14h05, promis, on démarre. À tout de suite. Merde. Allô Didier, est-ce que tu ne serais pas dans le quartier? Eh bien, je vais pas tarder à arriver, Olivier. Juste le temps de mettre mes chiens en steak-out, mes 15 compagnons à quatre pattes, là, et puis je suis tout de suite à toi. Voilà. Donc, tu m'as demandé d'intervenir cet après-midi, c'est ça, hein? Exactement. J'espère que tu as beau temps. En tous les cas, les paysages sont magnifiques. On va revenir tout de suite. Je vais te donner la parole, cher Didier, dans quelques instants. Et juste avant, je voulais remercier
les nombreuses personnes membres de nos réseaux sur toute la France qui sont avec nous aujourd'hui. Quelques règles simples pour que tout se passe bien entre nous. On vous demande juste de bien laisser vos micros fermés. Vous pouvez réagir avec le chat qui va s'ouvrir dans quelques instants. Nathalie va consolider les questions et tout se passera bien pendant 1 heure. Juste une précision, voilà, aujourd'hui, on a 20 clubs sur la France et je voulais remercier l'ensemble des membres qui sont présents aujourd'hui pour cette première et notamment les futurs membres, plutôt les membres qui vont nous rejoindre et les clubs qui vont ouvrir dans quelques mois. C'est Caen et c'est Brest qui vont ouvrir au mois de septembre. Et puis, juste pour vous préciser également que le premier club a ouvert à Valenciennes il y a maintenant un peu plus de 6 ans. On a organisé 400 déjeuners. On est en moyenne 109 par déjeuner. On a un taux de renouvellement de 90%. Et 58% de nos membres ont déjà réalisé du business grâce au réseau. Et là où on est très, très fiers avec toute mon équipe, c'est qu'on a su créer 42 emplois depuis le début de cette belle aventure. Voilà, vous voyez à l'écran les managers qui dirigent nos clubs. Donc, vous pouvez les retrouver également sur notre site Business Club Group. Donc, très content de partager ces moments avec eux, des experts également dans leur métier. Et on parle d'experts également. Je vais donner la parole à Didier Lepech. Je vais juste le présenter. Il est chef d'entreprise. Il est passionné d'expéditions en traîneau à chien dans le Grand Nord. Il entraîne des entreprises pour développer leurs excellences commerciales en France et à l'étranger. Didier a entraîné plus de 400 commerciaux sur les techniques de négociation commerciale en milieu ultra concurrentiel. Il mène également des négociations de vente réputées complexes pour le compte de ses clients. Didier, bienvenue. Voilà l'ensemble du panel de tes clients qui t'ont fait confiance. Bienvenue, on va passer 1 heure savoureuse. Comment vas-tu? Écoute, je vais bien, Olivier. Je vais bien. Tu as vu la phrase « Comment vas-tu » On ne l'a jamais autant prononcée qu'en ce moment. Et elle prend tout son sens, notamment dans l'intervention et l'échange que l'on va avoir ensemble pendant cette heure sur la relation que les commerciaux doivent avoir avec leurs clients. Donc, je vais bien. Et toi et tes proches, comment ça va, Olivier? C'est vrai que depuis un mois, mon équipe et toute notre équipe commerciale nous manque. Les membres nous manquent. On est amputé de 60 déjeuners là jusqu'au mois de juin minimum. Donc, on espère très vite vous retrouver. J'ai envie de te poser la première question, Didier. Toi qui as entraîné quand même énormément de commerciaux, des bons, des moins bons. C'est quoi la définition d'un bon commercial? Alors, on va faire une analogie avec les chiens de traîneau. On les a comme on les élève. Donc, déjà, un bon commercial, c'est le fruit d'un bon management. Et tu vois, il y a encore un mois, quand on me posait la question, je disais qu'il y avait plein d'analogies, plein de points communs entre la performance commerciale et la performance sportive. Et notamment, il y avait 3 clés qui étaient identiques. La première clé, c'était le fait de faire preuve de méthode. Parce que le commerce ne fait pas exception au reste, ça s'appuie sur de la méthode. À ce propos, tu sais combien d'entreprises en France n'ont jamais pris le temps d'écrire, de formaliser leur méthode de vente? Je pense que si tu me poses la question, c'est qu'à mon avis, ça doit être important, mais je te laisse la réponse. Écoute, c'est presque 9 entreprises sur 10 qui n'ont jamais pris le temps d'écrire leur process commercial, leur méthode de vente. Tu sais, c'est quelles sont les questions incontournables qu'on doit poser à un prospect que l'on rencontre pour la première fois. Donc, ce métier ne fait pas exception aux autres, il s'appuie sur de la méthode. Il y a belle lurette qu'on n'est plus dans le fameux adage « tu as loupé ton bac, mon fils, tu feras un bon commercial ». La deuxième clé, c'est la notion de plaisir. Parce que toi, je ne sais pas, mais moi, je ne fais bien les choses que pour lesquelles je prends du plaisir. Cette dimension plaisir, c'est un vrai générateur de performance. On doit être fier de porter le maillot de notre entreprise et on doit effectivement être fier de pouvoir proposer à ses clients des prestations qui vont amener, je dirais, une véritable valeur ajoutée. Ça, c'est la deuxième clé. Et enfin, la troisième clé, c'est la détermination, c'est le mental. Le mental pilote la performance, qu'elle soit commerciale ou sportive. Il y a 2 ans, lors de ma dernière expédition dans le Grand Nord, j'avais décidé de réouvrir une route que Paul-Émile Victor avait tracée il y a 90 ans. C'était une route qui faisait plus de 1200 km et qui n'avait plus été utilisée par les Inuits depuis plus de 20 ans. Je peux t'assurer que quand tu dois tenir 12 heures sur un traîneau par une température de -30, tu as beau être préparé physiquement, c'est le mental qui va te permettre de tenir. Alors,
Voilà, je crois que lorsque ces trois conditions sont réussies, alors les entreprises, elles performent, même dans des secteurs ultra concurrentiels. Et quand on accroche sur ces trois conditions, alors on est capable de faire de très, très belles affaires sans devoir systématiquement baisser son pari. Ça, Alors, c'est ce que je répondais il y a 5 semaines. Et maintenant, il y a une quatrième clé, Olivier. D'après toi, c'est laquelle? la quatrième clé, sincèrement, je ne vois pas. Ben, écoute, c'est la notion d'empathie et de bienveillance. Je suis convaincu qu'avec ce que l'on est en train de vivre actuellement, toute cette dimension relationnelle reprend véritablement son sens. Prendre le temps de comprendre son client, passer d'une démarche du combien tu vas au comment réel et sincère tu vas. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel et ça peut être une bonne opportunité pour les forces de vente pour évoluer justement dans des pratiques de négociation commerciale qui sont très souvent de nature conflictuelle pour aller vers des négociations commerciales qui soient véritablement plus coopératives. Et comme je te le disais tout à l'heure, il suffit de regarder tous les mails que l'on écrit, tous les mails que l'on reçoit. Aujourd'hui, systématiquement, cette première phrase, c'est « Bonjour, Monsieur Talbert, j'espère que vous et vos proches vous portez bien ». Donc, si on remet cette dimension au centre, et ça, je pense que c'est super important, si on est dans cette dimension interpersonnelle, c'est quelque chose qui va être véritablement générateur de valeur. Et même si aujourd'hui, Didier, on a plus ce contact humain, c'est-à-dire que cette bienveillance, comme tu dis, cette empathie, même à travers des écrans, on peut la ressentir, ça? Je suis convaincu qu'elle se ressent, tout comme le plaisir que j'ai à discuter avec toi, tout comme cette attention de bienveillance que j'ai par rapport à tous les participants qui nous sont rejoints. Effectivement, l'idéal, ce serait de pouvoir se voir, se toucher, mais aujourd'hui, de toute façon, j'ai la conviction et j'entraîne tous les jours des commerciaux sur des outils tels que ceux que nous utilisons cet après-midi. Et nous entraînons les commerciaux et on réussit bien évidemment à faire passer cette dimension relationnelle, cette émotion, ce plaisir sincère que l'on peut avoir à échanger avec un interlocuteur. Alors, Voilà. ok, j'entends bienveillance, empathie, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, le chef d'entreprise qui a envie de remettre ses commerciaux au travail, enfin, même si on a tendance à vouloir croire que parce qu'ils sont chez eux, ils bossent moins ou moins bien ou différemment, est-ce que tu crois ça aujourd'hui? Parce que ça va être compliqué d'aller chercher des nouveaux clients, de fidéliser quand on est loin physiquement de ses clients. Comment aujourd'hui, c'est quoi les clés de succès pour pouvoir remettre tout le monde au travail? Écoute, déjà, il y a un premier warning que je vais envoyer à tous nos amis, c'est qu'on parle à chaque fois du 11 mai, on parle à chaque fois du 11 mai, et je pense que si on commence à penser au 11 mai, on est déphasé par rapport à la, comment dirais-je, à la planification des actions. C'est-à-dire que pour moi, tout va se jouer non pas au 11 mai, mais ça se joue sur trois espaces temporels différents. Là, en un, il y a qu'est-ce que vous faites avec vos forces de vente de maintenant au 11 mai. Ça, c'est super important. Qu'est-ce que l'on fait vis-à-vis de nos équipes de vente entre maintenant et le 11 mai. Ensuite, il y aura la deuxième étape du 11 mai jusqu'à la période des vacances. Et ensuite, on va tous se le souhaiter, il y aura cette période de rentrée du mois de septembre où on pourra effectivement être dans des démarches qui sont des démarches plus, je dirais, semblables à celles que nous connaissions précédemment. Mais Alors concrètement, aujourd'hui, là, les gens, les commerciaux en confinement, on leur donne quoi à faire et concrètement, comment quel conseil tu donnerais là-dessus? eh bien, écoute, dans un premier temps, moi, je pense que, alors, bon nombre de nos membres n'ont pas attendu ce webinaire pour le faire, mais appelez tous vos commerciaux. Soyez dans une démarche dite de bienveillance, soyez dans cette attention sincère que l'on a pour savoir comment vont nos commerciaux, comment vont leurs proches. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Tu le sais comme moi, depuis le 17 mars, l'activité tourne au ralenti. Elle est même dans certains secteurs d'activité totalement à l'arrêt. Et il y a des effets collatéraux, c'est le niveau de baisse de morale des commerciaux qui baisse, enfin, qui baisse tous les jours. Donc, ce qui est important, c'est que le commercial reste connecté au monde de l'entreprise et à celui de ses clients. Ça, c'est fondamental. Donc, ce qui est super important, c'est effectivement de pouvoir tous les appeler sans exception, de prendre de leurs nouvelles, de se projeter avec eux sur les conditions de reprise et de pouvoir effectivement obtenir de leur part un oui à l'engagement, oui à cet engagement où il pourra compter, enfin le chef d'entreprise pourra compter sur son commercial le moment venu. Ça, c'est quelque chose de super important, véritablement. Alors comment tu les motives là? Parce que forcément, la majorité des commerciaux, ce qui les motive, c'est l'argent, c'est leur commissionnement. C'est quoi les clés de succès justement pour réussir à toujours les motiver? Bah, c'est cette dimension plaisir, ça c'est vraiment quelque chose de fondamental. Après, je pense que les comportements changent aussi, hein, ne nous leurrons pas. Je sais que les commerciaux, et j'en suis un, je le revendique,
la dimension, enfin l'argent est un moteur extrêmement important. Il n'y a pas que l'argent. Il y a cette attention effectivement d'amener un service au client. Il y a cette attention, comme on le disait tout à l'heure, de fierté, de sentiment d'appartenance à une équipe. Et puis, il y a cette envie d'avoir envie de repousser ces zones de confort pour justement son manager, pour pouvoir son boss. Je vais te raconter une histoire. C'est lorsque j'étais directeur des clients nationaux d'une filiale du groupe Coface. J'avais 9 directions régionales, dont une qui cartonnait comme tu n'as juste pas idée. Cette direction régionale, elle était basée à Nantes. Malheureusement, un jour, le directeur régional des ventes de cette DR est tombé gravement malade. Malade à ce point que on savait que ça allait durer un bon moment, on ne savait même pas s'il pourrait revenir. Vu le profil des commerciaux que j'avais là-bas, c'était complètement improbable de pouvoir demander à l'un de prendre la place en intérim du directeur régional des ventes. J'ai donc demandé au directeur régional de Strasbourg à l'époque de pouvoir assurer l'intérim, ce qu'il a fait. Olivier, en 6 mois de temps, la performance commerciale avait chuté de 30%. C'était les mêmes vendeurs, c'était les mêmes clients, c'était la même offre, c'était le même secteur géographique, c'était juste plus le même manager. Donc, il faut prendre la dimension de la capacité que l'on a sur le taux d'indice de performance des équipes. Donc, ça, c'est super important. Dès le moment… Alors, c'est quoi les indices de performance justement là? Donne-nous des exemples. L'indice de performance, c'est déjà, tu connais le dicton, hein, quand je suis manager, je ne fais pas à l'autre ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Donc, c'est déjà être dans la démarche de légitimité, d'être dans cette démarche de demander des choses justes et loyales et de donner les moyens de pouvoir y arriver. Donner les moyens de pouvoir y arriver. Il y a un vrai sujet sur lequel je voudrais attirer ton attention. Il va y avoir la reprise. Tu sais, cette fameuse reprise du 11 mai. La situation de trésorerie des entreprises est pour certaines d'entre elles très préoccupée. Moi, ma principale peur dans ce qui se passe là, c'est de me dire, j'espère que les chefs d'entreprise ne vont pas tomber dans le piège de se dire, il faut que mes commerciaux ramènent tout de suite la trésorerie nécessaire pour revenir au budget. Parce que ne nous leurrons pas, ça ne repartira pas comme ça s'est arrêté. Et si à un moment on met trop de pression au niveau des forces de vente, eh ben, ça va exploser en vol. Certains de nos membres sont dans l'industrie, on arrête des fourneaux, on ne relance pas le fourneau et on ne le remet pas tout de suite à une température idéale pour que ça fonctionne. Donc, il y a des précautions à prendre pour quelque part et profiter de la période dans laquelle nous sommes actuellement pour remonter dans une zone où les commerciaux, tels des sportifs de haut niveau, seront suffisamment échauffés, motivés, impliqués pour être présents au moment venu, au moment de la reprise. Et ça, c'est super important, tu vois. Le piège dans lequel on risque de tomber, c'est que finalement, on a oublié tout ce qui s'est passé et qu'on demande à nos commerciaux d'être tout de suite au rendez-vous dès le 11 ou le 12 mai, alors que quelque part, ça ne redémarrera pas comme il le faudrait. Et là, malheureusement, ça va générer des problèmes de démotivation, des problèmes de stress, et on risque d'avoir un deuxième effet qui se coule, si je puis me permettre l'expression, c'est des commerciaux qui vont quitter leur entreprise parce que de toute façon, ils ne se voient pas champions olympiques du Fosbury à passer des barres qui de toute façon ne peuvent pas être passées. Voilà. Aujourd'hui, les commerciaux, quand on parle de plan d'action, d'objectifs, est-ce que toi, tu préconises plutôt que ce soit l'encadrement qui donne les objectifs, qui les fixe, ou est-ce que c'est plutôt à l'équipe de les fixer eux-mêmes? Ouais, je pense que ça peut être le fruit des deux, c'est-à-dire que le chef d'entreprise sait ce dont il a besoin, mais le chef d'entreprise, de toute façon, peut tout à fait impliquer sa force de vente. Et tu parlais d'argent tout à l'heure, je peux t'assurer que les commerciaux, alors tu disais que j'entraîne 400 commerciaux, c'est 400 commerciaux par an que j'entraîne. Les commerciaux savent très bien être très créatifs quand il s'agit justement de voir comment ils peuvent augmenter et développer leurs revenus. Donc, je pense qu'une des clés par rapport à ta question, c'est de pouvoir les mobiliser dès à présent sur comment ils voient la reprise, quelles actions commerciales on peut imaginer, comment on peut être amené à revoir nos argumentaires de vente par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, des argumentaires d'utilité, des argumentaires beaucoup plus orientés sur l'empathie, la bienveillance, la vraie valeur d'usage des offres. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut mettre en mouvement dès à présent les commerciaux. Ça me paraît super important. Et l'indice de confiance, tout à l'heure, tu parlais qu'il fallait appeler les commerciaux. Je suppose qu'également, à l'inverse, on doit appeler tous ses clients pour savoir, on existe toujours, bien évidemment. Ça semble du bon sens, tout ce qu'on dit, mais ça fait partie également du job. Comment développer, continuer à avoir cet indice de confiance auprès des clients? Parce qu'en fin de compte, quand on est loin, on nous oublie rapidement.
Et ben justement, il y aura les commerciaux qui auront pensé et les managers qui auront stimulé et invité leurs commerciaux à appeler tous leurs clients. Et il y a ceux qui, à un moment… tiens, si tu pouvais passer le troisième slide que je t'avais mis là sur quand on a préparé cette… Tout de suite, Didier, tout de suite, tout de suite. tu serais adorable. L'autre après, ça c'est sur la méthode de vente. Voilà. Hop, je ne le vois plus. Ah si, tu ne le vois pas? C'est juste avant celui-là, s'il te plaît. Non, j'ai que celui-ci, Didier. J'ai que ça. Voilà, celui-là. Ah. Excuse-moi. Voilà. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être, hop, voilà. De quoi? Alors, c'était pour montrer cet écran-là. En fait, il y a trois risques auxquels l'entreprise est exposée pendant cette période que l'on vit actuellement. Le premier risque, c'est que si on ne fait rien, les commerciaux vont perdre de l'énergie. Les commerciaux, en fait, vont se voir atrophier tous leurs réflexes et toutes leurs bonnes pratiques qui font qu'aujourd'hui, ce sont des commerciaux qui sont capables de vendre, comme je le disais, même sans devoir être systématiquement les moins chers. Le deuxième risque, c'est que si vos concurrents, eux, sont en ordre de marche dans la préparation des conditions de reprise, vous aurez un temps de retard par rapport à vos concurrents. Ça veut dire que ce seront les premiers à pouvoir, je dirais, être sur les bons territoires au moment où il le faut, auprès des bons clients. Alors, tu connais comme moi le dicton, hein, Olivier, hein, tous les clients ont le droit au même respect, mais tous les clients n'ont pas la même valeur économique. Donc, ça veut dire qu'à un moment, il faut se préparer à identifier les actions prioritaires que l'on ira vis-à-vis des clients qui génèrent le plus de valeur pour l'entreprise. C'est de la préparation. C'est de la préparation. Et puis, on loupe des opportunités de business parce que le business, il continue quand même de tourner. Moi, j'accompagne des entreprises qui, aujourd'hui, voient cette situation comme étant des situations sur lesquelles il faut dépanner les clients. Et le fait de dépanner les clients est générateur de valeur. Donc, on a deux situations. Soit on laisse nos équipes de vente en jachère et ils font du gras. Soit on mobilise, on reste avec nos commerciaux dès à présent connectés avec l'entreprise et les clients. Et là, on augmente leur indice d'engagement, leur indice d'implication et on est au rendez-vous au moment où il faut repartir, véritablement. Donc ça, c'est vraiment les trois risques sur lesquels il faut avancer. Donc, moi, je pense que le commercial, aujourd'hui, se pose la question il se pose la question de se dire, mais que pense mon patron de la situation actuelle? Est-ce que mon patron saura rebondir et me donner une vision, un cap sur lequel je dois aller pour être rassuré dans mon action? Et donc, on a aussi à préparer, nous, chefs d'entreprise, comment on va rassurer nos commerciaux, comment on va aller chercher l'engagement dont on a parlé tout à l'heure et comment on peut les mobiliser. Donc, tout à l'heure, tu disais comment on peut faire. Déjà, c'est de les inviter à réfléchir sur comment on peut être créatif, qu'est-ce qui doit bouger dans nos offres de services, qu'est-ce que l'on doit faire véritablement pour que quelque part notre offre soit adaptée au contexte actuel. Je te prends un exemple, la grande distribution. Est-ce que tu as remarqué quelque chose au niveau de la grande distribution ces dernières semaines, Olivier? Forte augmentation des ventes, leur business a fondamentalement évolué. Mais dans leur offre en tant que telle. Dans leur offre? Ouais. Non, sincèrement, je n'ai pas. Vas-y, dis-moi. Eh bien, dans leur offre, on voit que bon nombre d'enseignes commencent à parler d'approvisionnement, de sourcing plus local, plus générateur de valeur, de contributeur à l'économie par les temps qui courent. Alors, peut-être certains d'entre nous, y verront-ils un effet d'aubaine, du marketing d'opportunité. Moi, je le vois aussi comme étant une ligne qui est en train de bouger dans la relation, si tu veux, entre les différents protagonistes. Donc, cette réflexion-là, je pense que chacun d'entre nous doit l'intégrer, de se dire en quoi mon offre doit évoluer, en quoi ma promesse peut également évoluer vers justement tout ce qui peut incarner le fait de donner plus de sens, le fait de sortir d'une démarche, si tu veux, où on s'éloigne de ces sempiternelles négociations conflictuelles que l'on a avec les donneurs d'ordre.
C'est vraiment Alors, ça. on va donner la parole dans quelques instants à Nathalie qui va nous faire une synthèse déjà de pas mal de remarques qui sont faites sur le chat. Je voulais juste qu'on revienne sur son slide qu'on voit à l'écran. Il a l'air assez précis, technique. En 2 mots, Didier, c'est quoi la méthode? On a l'impression que tu maîtrises vraiment bien ton sujet, mais c'est des supports très objectifs. C'est quoi la méthode en 2 mots? La méthode, en fait, dans la méthode, c'est le fond, la forme. Le fond, c'est que voilà, tu prends les premières étapes, c'est un commercial qui réussit aujourd'hui, c'est un commercial qui sait développer son réseau. Donc, quels sont les outils qui me permettent aujourd'hui de développer mon réseau? En quoi le réseau peut être un formidable contributeur à me développer des opportunités commerciales? Et puis, la méthode, c'est aussi, tiens, comment je vais être capable de vendre un R1, première rencontre prospect, comment je vais me préparer à cette rencontre prospect avec 3 modes, préparation mentale, physique, matérielle. Comment j'apprends à dire un beau bonjour. Tu te souviens de cette fameuse vidéo itinéraire d'un enfant gâté? Tu m'en Ah oui, parles régulièrement. Anconina, avec Richard Anconina et Jean-Paul Belmondo. Ouais. Moi, Olivier, je vais t'apprendre à dire bonjour parce que toi, quand tu dis bonjour, on a l'impression que tu dis au revoir. Et quand tu dis un beau bonjour, alors les gens voient que leur cas t'intéresse plus que le tien et tu as déjà fait la moitié du chemin. Tiens, Didier, j'ai envie de te poser la question. Quel est le plus beau bonjour que tu as reçu dans ta vie? Le tien, bien évidemment. Mais c'est assez amusant parce que l'autre jour, je lisais un article sur un politique et on parlait des poignées de main. La poignée de main, c'est que Macron a cette qualité à faire une poignée de main qui est assez énergique. Et les politiques se souviennent très bien des plus belles poignées de main qu'ils ont eues dans leur vie. Et je trouvais cette forme de dire bonjour est importante. C'est intéressant puisqu'on touche à des sujets comme la synergologie, décrypter le langage non verbal, qui sont des modules que l'on intègre aussi dans la méthode que tu es en train de présenter à nos amis. Donc, c'est la différence entre ce que vous dites et la manière dont votre corps s'exprime. Ce sont des outils très intéressants lors de la négociation à avoir avec ses clients. Et donc, ce que tu vois là, c'est un process de 23 étapes. Il y a 13 pièges dans lesquels on peut tomber lors de la phase de découverte. Quels sont-ils? Il y a 15 techniques de déstabilisation des acheteurs qui peuvent être utilisées par les commerciaux. Quels sont-ils? Et donc, comment on apprend sur le fond la méthode? On co-construit avec les équipes de vente leur méthode de vente. Et ensuite, chaque commercial va l'adapter sur la forme avec ses mots, son style, sa personnalité. Et comme il n'y a pas un prospect qui ressemble à son voisin ou un client qui ressemble à son voisin, il saura également l'adapter sur la forme. Et comme il la maîtrise sur le fond, il prend du plaisir justement à développer cet acte de vente. Voilà. On sent que le plaisir, c'est vraiment le mot-clé. Alors justement, on va prendre du plaisir. On va écouter Nathalie. Nathalie, tu peux remettre ton micro, s'il te plaît, qu'on t'écoute. Voilà, je l'active. Nat. Voilà, Oui. Nathalie, qui est la manager du club de Tours, notre dernier club qui a ouvert depuis maintenant 3 mois. Nat, est-ce que tu t'es ennuyée pendant la première demi-heure? Non, pas du tout, mais j'étais désolée, préoccupée à faire accéder tout le monde à la conférence, donc forcément, je n'ai pas été très, très attentive. Je réécouterai plus tard. Alors donc, tu n'es pas une vraie femme, tu ne sais pas faire 2 choses en même temps alors? Si, mais je faisais 3 choses parce que je notais les questions, D'accord. je Alors, faisais justement, rentrer le personnel et j'écoutais. d'accord. Alors justement, les questions. Finalement, on a à cet instant-là très, très peu de questions supplémentaires. Enfin, il y en a une en tout cas qui me semble vraiment intéressante. Didier a parlé de la valeur de l'humain au centre de la relation commerciale. Effectivement, c'est important individuellement. Mais la personne voulait savoir quelle était la dimension collective par rapport à justement la valeur de l'humain. Est-ce que ça sera vraiment une priorité? Oui, je pense que, Nathalie, je pense que cette valeur de l'humain, elle était déjà très présente parce qu'il y a un dicton dans le commerce, achetez-vous un produit à quelqu'un que vous n'aimez pas. Donc, cette dimension relationnelle, elle est fondamentale. Après, effectivement, il y a une des clés qui est essentielle, notamment dans les temps qui courent, c'est la notion de pouvoir rassurer ses clients et ses prospects. Et cette dimension du collectif, elle prend tout son sens lorsque le commercial a le talent de montrer que derrière lui, il y a tout un collectif. Un sportif de haut niveau ne réussit pas seul, c'est-à-dire qu'une équipe de champions ne battra jamais une équipe championne, c'est-à-dire que cette dimension du collectif, elle est super importante à pouvoir valoriser. Là aussi, je crois que dans les argumentaires commerciaux, c'est une vraie clé à utiliser dans les temps qui courent, par les temps qui courent, pour comment faire évoluer vos argumentaires commerciaux vers davantage de dimensions relationnelles et toute l'équipe, toute la task force qu'il peut y avoir derrière le commercial pour rassurer le client. Effectivement, c'est important. Oui, Alors, mais en fait, ouais, l'interrogation était surtout est-ce qu'elle existe, elle est présente et
est-ce que réellement les directions ont ce souci de la faire évoluer? Parce qu'individuellement, oui, ça existe, mais est-ce qu'au niveau de la direction, ils ont la mesure de cet aspect des choses? Je pense que nos membres qui sont là savent très bien qu'un commercial seul ne peut rien faire, ne peut pas y arriver et que toute cette dimension à mobiliser l'ensemble de l'entreprise est essentielle. Je rebondis sur ta remarque. J'ai plusieurs de mes clients qui actuellement ont lancé des plans de mobilisation de leurs équipes de vente dans cette période que l'on traverse actuellement et ils sont convaincus, je crois à juste titre, que la communication est un vrai facteur clé de succès. C'est-à-dire que les actions des commerciaux qui sont déployées actuellement servent d'opportunité à communiquer plus largement à l'ensemble des autres salariés pour montrer que l'entreprise reste toujours connectée à ses clients. Donc, je pense que c'est essentiel et je pense que les membres qui participent avec nous à cet échange en ont tout à fait conscience. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment des fois, Didier, que bien souvent, on demande trop de choses aux commerciaux? Est-ce qu'à un moment, c'est un petit peu, je veux dire, la tour d'ivoire, les commerciaux, c'est grâce à eux que l'entreprise va bien ou moins bien. Enfin, ils ramènent beaucoup de business, mais ils n'en ramènent pas assez. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment des fois dans le monde trop aux commerciaux? Moi, je pense que c'est une super belle opportunité pour remettre toute la valeur du métier commerce au centre du sujet qui nous anime aujourd'hui. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la meilleure usine, vous pouvez avoir les meilleures prestations. Si vous n'avez pas des commerciaux en entrée de tube qui sont là pour signer les bons de commande, même avec la meilleure technologie du moment, vous n'irez pas chercher les parts de marché que vous êtes en droit d'attendre. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs visions, Olivier, des chefs d'entreprise vis-à-vis de leur force de vente. Il y a des chefs d'entreprise qui considèrent que le commerce est un mal nécessaire. Et moi, j'ai eu dans le passé un CEO qui me disait « Didier, les affaires vont mal, recrutez des vendeurs ». Donc, je veux dire, là, par rapport à cela, l'image que l'on a déjà de nos commerciaux influe directement sur la performance commerciale de cette équipe. Si toi, chef d'entreprise, tu as une image qui est une image comme quoi tes commerciaux génèrent de la valeur, alors il est évident que tu iras chercher plus de performance que ton concurrent qui considère que ses commerciaux est un mal nécessaire. Donc, tu dis qu'aujourd'hui, en période de difficulté, il faut surtout recruter les commerciaux. C'est un petit peu ce que tu dis. Après, il y a une réalité économique. Déjà, tu sais qu'en France, on manque de plus de 300 000 commerciaux et tu sais que le délai de recrutement d'un vendeur s'allonge de plus en plus. La priorité absolue, c'est comment vous faites déjà pour garder ceux qui sont là. Non, ce que je dis juste, c'est qu'aujourd'hui, votre meilleure offre est égale à la meilleure offre de votre pire concurrent. C'est-à-dire que votre meilleure offre ne se suffit pas à elle seule. Aujourd'hui, un des premiers générateurs de valeur au niveau de votre entreprise, c'est le commercial. Nonobstant le prix, un client se posera directement, consciemment ou inconsciemment, la question, mis à part le tarif, je dois choisir entre deux solutions. Mis à part le tarif, lequel des deux commerciaux m'a fait démonstration par la preuve à être le plus motivé à me trouver la meilleure solution? C'est-à-dire qu'on voit bien que le produit aujourd'hui ne se suffit plus à lui seul. Aujourd'hui, toutes les offres se ressemblent. Le premier générateur de valeur dans vos entreprises, ce sont vos commerciaux. Pour ça, il faut leur envoyer le feu sacré, il faut leur envoyer de l'énergie positive, il faut les entraîner et il faut qu'ils aient ce fameux waouh au moment où ils vont en clientèle. Parce que ça se ressent. La poignée de main dont tu parlais tout à l'heure est le premier générateur pour mesurer un indicateur de tempérament, d'énergie positive que les commerciaux peuvent prendre. Donne-nous deux, trois petites clés là. Enfin, moi, personnellement, je veux dire, j'ai à peu près 4-5 000 contacts dans mon smartphone et aujourd'hui, je prends beaucoup de temps à renseigner systématiquement quelqu'un qui m'appelle et de rentrer les coordonnées des personnes qui pour la fois suivante. J'ai toujours les noms et prénoms, soit plus facile et plus sympa à l'accueil. Quels sont les 2-3 petits conseils que tu pourrais donner là, simples, pour que les commerciaux génèrent de l'empathie vis-à-vis de leurs clients? C'est la bienveillance dont on parle là maintenant, c'est-à-dire prendre le temps de les appeler. Surtout, prohiber les mails. Surtout, prohiber les mails. Ne demandez pas des nouvelles de vos clients par mail, c'est un tue-l'amour. Prenez le temps de les appeler. Profitez de cet appel pour justement savoir comment ils ont organisé l'entreprise dans l'état actuel des choses. S'il y a des difficultés et comment éventuellement vous pouvez les aider. Convenez avec vos clients du coup d'après. Ça, c'est super important. Et vous verrez qu'au moment de la reprise, cet appel qui a duré 2 ou 3 minutes aura une valeur absolument inestimable parce que dès le moment où il est fait avec sincérité, cette dimension relationnelle dont on parle, elle prend alors tout son sens. Ça, c'est une première clé. Et puis, Olivier, toi comme moi, on le sait, puisque toi comme moi,
on aime développer notre réseau. Tu l'incarnes tellement bien dans ce que tu as lancé au niveau des business clubs. N'oublions pas aussi que nos réseaux, nos ambassadeurs, c'est la meilleure manière de développer notre business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plutôt que de faire des actions de téléprospection et tout ça, je veux dire, ce fameux réseau est le meilleur moyen, le moyen le plus efficient de te mettre en relation et de pouvoir générer des opportunités. C'est ce qui a donné du sens d'ailleurs à la raison des business clubs, quoi. Donc voilà, c'est cette attention bienveillante de ne plus être dans le combien tu vas, mais le comment tu vas, qui, j'en suis convaincu, va prendre tout son sens. Bien évidemment, on sera toujours dans l'aspect négociation. Bien évidemment, on sera toujours dans, comment dirais-je, les démarches de prospection et autres. Ça ne changera pas. Mais je pense que cette dimension relationnelle, dans la période qu'on est en train de traverser, est véritablement un accélérateur au business. Alors, Nathalie, je vais te redonner la parole juste après pour les questions. Je voudrais qu'on passe, parce qu'on a eu beaucoup de questions en amont de la part de nos membres. Je vais donner la première question à Philippe Fabrega, qui est le président du club de Tours, qui a une entreprise d'aéronautique. Et aujourd'hui, il voulait faire une similitude, un parallèle entre ton traîneau de chiens, la place de chaque chien dans le traîneau, quel management que tu as généré auprès de tes chiens, donc ils ne parlent pas, pour avoir les meilleurs résultats. Est-ce qu'on peut trouver des parallèles entre l'entreprise et le chien de traîneau? Le chien parle déjà. Je pense que le chien parle. Le chien émet des émotions, échange avec vous, des moments de complicité. Mais la première question, c'est quelle place de chaque chien. En fait, il y a 4 catégories, 4 appellations par rapport aux chiens. Les chiens les plus costauds, vous allez les mettre vraiment tout à côté du traîneau, là sur les premiers rangs. C'est ce qu'on appelle les wheels. Ce sont les chiens donc, qui vont générer l'impulsion et qui va permettre à votre traîneau de pouvoir commencer à se déplacer. Ensuite, vous avez la team dog qui sont selon les catégories avec lesquelles vous allez participer à une compète. Et ben, ce sont les chiens qui font partie de l'équipe. Ensuite, vous aurez les swing dogs qui sont en fait les leaders potentiels. Donc, ce sont des chiens qu'on met très souvent juste derrière les leaders. Donc, ce sont des jeunes chiens, ce sont des chiens dans lesquels vous croyez, qui apprennent, qui sont en apprentissage par rapport aux leaders. Et les leaders, ce sont les chiens avec lesquels vous avez le plus de complicité, ceux avec lesquels vous parlez le plus. Qui sont des chiens très rapides, très obéissants, très intelligents et qui vous permettent, et je sais de quoi je parle, parfois de vous sortir de situations extrêmement embarrassantes. Voilà. Alors ça, c'est valable pour les compétitions ou les expéditions que vous faites, soit en Europe ou en Amérique du Nord. Au Groenland, c'est complètement différent, puisque au Groenland, vous n'avez pas vos chiens qui sont attelés 2 par 2, mais vous avez vos chiens qui sont attelés en éventail. Alors, on met bien évidemment les leaders sur la partie la plus, je dirais, éloignée de l'éventail, mais on les met en éventail parce que si la glace se fend, vous pouvez avoir un ou plusieurs chiens qui tombent dans la glace, mais vous n'avez pas l'ensemble de votre attelage et accessoirement votre traîneau qui tombera également en dessous de la banquise. Quel management au sein du groupe pour un groupe de chiens pour les meilleurs résultats? C'est de leur faire générer du plaisir. Moi, vous savez, j'ai été champion de France, vice-champion d'Europe, recordman du monde de course de chiens de traîneau, et on me disait comment un ch'timi arrive à les battre les montagnards ou les mushers professionnels, parce que moi, j'avais très peu de chiens par rapport à certains de mes collègues avec qui je faisais des compètes, eux, ils avaient des cheptels, des meutes entières. Et moi, il y a vraiment cette dimension de communion, cette dimension de plaisir, cette dimension de partage, des images que j'ai et que je garderai tout le temps en tête, de chiens qui sont capables pour vous de se transcender et de réaliser des performances absolument extraordinaires. Et ils le font pour vous parce que quelque part, vous amenez aussi une contribution. Vous amenez aussi une contribution dans l'effort, une contribution dans les encouragements, dans la félicitation, une contribution à ne pas accepter que certains chiens soient hors jeu par rapport aux autres. Et toute cette alchimie fait que quelque part, je pense que même sans avoir des chiens top niveau, quoi que ce soit, vous arrivez quand même à faire quelque chose de très très belle performance et en faire quelque chose de très efficace. Bon, je te sens très bavard sur le sujet. On va passer à une autre question parce qu'on en a plein de questions, Didier. Fabrice, qui est le manager du club de Fontainebleau Paris Sud, qui est également patron de Dircomshare, il accompagne des forces de vente également et des dirigeants d'entreprise. Comment, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure et tu as à moitié répondu, c'est la pression commerciale en période de confinement, comment on la gère et comment on la vit surtout? Je pense qu'il faut
faudrait plutôt parler de comment j'adapte ma zone de tolérance et de compréhension en période de confinement vis-à-vis de mes commerciaux. Cette notion de pression commerciale, c'est le piège dans lequel, je disais tout à l'heure, dans lequel il ne faut pas tomber. Je pense que c'est une opportunité pour réapprendre ou développer son capital confiance vis-à-vis des vendeurs. Accepter que si nos vendeurs sont dans la période où ils sont et où on leur demande de faire des actions, ils ne sont jamais aussi efficaces et aussi efficients que s'ils étaient en situation et en période normale. Donc, j'ai envie de dire que plutôt que alors il peut y avoir la pression positive aussi, mais bon, moi je pense que la pression, on l'interprète plus comme quelque chose qui est de pousser, de mettre en tension. Moi, je crois qu'au contraire, dans cette situation, la bienveillance doit primer. Ça ne veut pas dire qu'on oppose bienveillance et exigence. On peut être valeur par l'exemple, légitime, et être dans cette démarche où quelque part, parlons plus de tolérance, parlons plus de bienveillance. Ça sera un véritable booster à votre développement de business. Les commerciaux s'en souviendront. Vous aurez deux catégories de vendeurs, hein, les amis. Vous aurez ceux qui, effectivement, sont fiers de porter votre maillot au moment de la reprise. Et vous avez ceux qui, quelque part, ont utilisé la période dans laquelle on est actuellement pour revisiter leur profil LinkedIn et se dire, et finalement, si c'était mieux ailleurs. Voilà, voilà Fabrice. Alors, celle-ci est amusante parce que ça conforte un petit peu ce que tu viens de dire précédemment sur diriger un traîneau. Est-ce que c'est plus dur de manager des chiens ou de fédérer et de manager une équipe? Il faut que je fasse gaffe à ce que je vais dire parce que des fois, ça pourrait être mal interprété. Mais moi, des fois, j'entraîne une meute de commerciaux. Je veux dire, je regrette de demander enfin, je regrette, je vais avec un R minuscule, mais je regrette de demander des honoraires à certains de mes clients parce que c'est un tel kiff, c'est un tel plaisir que d'entraîner certains commerciaux. Voilà, c'est une. Si tu le fais gratuitement, Didier, je pense qu'il y en aura pas mal autour de la salle qui seront d'accord. Hein. Ouais, mais bon, de cette façon, c'est que de l'argent après tout. Donc voilà. Mais tu as raison, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Tu as raison. On est d'accord, c'est ce que je dis souvent, effectivement. Non, diriger une meute en traîneau ou fédérer ou manager une équipe, moi, j'ai envie de vous dire que la notion de confiance est importante parce que des fois, moi, je me souviens avoir mis ma vie entre les pattes de mes compagnons et notamment sur la dernière expé que j'ai fait. Donc, il y a cette notion de confiance qui est super importante. Et donc, il y a cette logique de confiance réciproque. Et puis, dire à ma chère Élodie que je pense que le management, c'est l'école de l'humilité. La première fois où je suis parti faire une expédition dans le Grand Nord, j'étais pétri de certitude. Je me suis dit, ouais, attends, tu as vu le palmarès que tu as, les chiens ils vont t'obéir et tout ça. Et quelle belle leçon j'ai pris parce que finalement, les chiens qui sont là-bas ne ressemblent absolument pas en termes de comportement à ceux que j'avais, les 12 chiens que j'avais. Donc voilà, pour moi, il y a plein de similitudes. C'est exactement la même chose. Il y a plein d'analogies comparables et il n'y a pas plus dur. C'est le même indice de plaisir dès lors où on veut entraîner son attelage de chiens ou son équipe commerciale dans la spirale du succès. Voilà, Élodie. Est-ce qu'on a déjà eu des commerciaux qui étaient moins bons, on en a fait des champions? Est-ce que réellement, parce que c'est des métiers à vocation aujourd'hui, on parle souvent le commerce, on l'a dans la peau, on ne l'a pas. Est-ce qu'aujourd'hui, de personnes moyennes, tu en as fait des champions? Véritablement, oui. D'accord. Véritablement, oui, parce que personne ne se penche sur votre berceau quand vous avez une semaine en vous pinçant la joue, en disant à la vérité, mon fils, tu feras un bon commercial. C'est de la méthode. Il faut aimer les gens. Faut être curieux, faut aimer cette dimension relationnelle encore dont on parle, et il faut oser. C'est un verbe que j'adore. Il faut oser. Dès le moment où vous faites preuve d'humilité, que vous bachotez une méthode de vente, ce métier ne fait pas exception au reste, il s'apprend. Dès le moment où vous apprenez les techniques de vente, les techniques de négociation à la vente, alors bien évidemment, vous pouvez générer un indice de performance beaucoup plus élevé que ce que vous avez. Et les managers, véritablement, sont là pour inciter, stimuler et entraîner. Olivier, je voudrais qu'on prenne quelques minutes pour dire comment on pourrait entraîner, comment nos membres pourraient entraîner leurs commerciaux après dans cette période de confinement, si ça te va bien. Ouais, maintenant ou est-ce que tu… C'est toi le boss, tu me dis. Hein, moi, je te vas-y, je te sens chaud comme la braise. Là, vas-y, dis-nous. En fait, j'avais un coach qui me disait, Mondide, c'est pas parce qu'on a gagné des médailles qu'on arrête de s'entraîner. Et donc, cette notion d'entraînement, elle est véritablement importante. Et je pense que vous pourriez dès à présent organiser des séquences de training avec les outils tels qu'on utilise là cet après-midi au niveau de vos commerciaux pour justement les entraîner sur les bonnes pratiques. Je prends un exemple au hasard, vraiment au hasard.
comment réussir un entretien commercial à distance en visio. Vous voyez, et de les mettre en créativité et de faire des mises en situation. Si tu le veux, Olivier, j'enverrai à nos amis, par ton intermédiaire, un petit descriptif de fiches qui peuvent peut-être les aider, un mode opératoire qui les aide sur les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber et qui, en toute humilité, selon moi, peut permettre de faire des séances de visio et de training efficaces. Mais en tout cas, je pense que si vous prenez vos commerciaux dans un état d'esprit comme s'ils étaient des sportifs de haut niveau, alors il faut les entraîner, il faut les préparer, il faut les mettre dans une condition qui va leur permettre d'appréhender la reprise, voire même les conditions dans lesquelles on est là maintenant, comme étant des champions. Et que si on ne profite pas de cette période-là pour les entraîner, et vous pouvez les entraîner vous-même, vous n'êtes pas obligé de passer par un organisme ou quoi que ce soit, vous pouvez les entraîner par vous-même avec quelques clés. C'est vraiment générateur d'énergie positive, c'est un marqueur d'attention que vous leur portez. Vous insufflez une bonne dynamique et ça contribue justement à maintenir un niveau de motivation élevé et le fait de les avoir engagés au moment où il faudra repartir rencontrer l'ensemble de leurs clients. Voilà, ça c'est important. Je vais redonner la parole à Nathalie parce que ça fait 74 textos qu'elle m'envoie. Elle doit absolument reprendre la parole. Donc, Nat, tu voulais reposer une question. Mais non, parce qu'en fait, j'ai 2-3 personnes par rapport à tout ce qui a été dit qui posent une question autour de la dimension digitale. Finalement, c'est plutôt intéressant parce qu'aujourd'hui, la dimension digitale, est-ce qu'elle n'est pas devenue stratégique par rapport à la période que l'on vit actuellement versus des visites en face à face? La dimension digitale, même avant cette période, cette drôle de situation, était déjà un outil sur lequel les commerciaux devaient être présents. Le but n'était plus de savoir si j'aime ou si j'aime pas LinkedIn. Le but n'est plus de savoir si j'aime ces outils-là. Il faut y être. Et moi, je pense qu'effectivement, ces outils-là prennent tout leur sens aujourd'hui. Ça peut permettre aussi cette visio que l'on a. Vous, je ne sais pas, mais moi, je trouve que ça apporte encore plus d'attention à la ponctualité. Ça nous pousse à être davantage droit au but. Voilà. Donc, ce sont des outils qui, moi, je trouve, présentent plein d'intérêts. Et puis, je le fais tous les jours puisque j'organise les sessions de training avec les commerciaux de mes clients que j'entraîne. Je fais ça le matin dans la période actuelle. Et je peux vous assurer qu'on s'est envoyé de l'émotion également via cette petite caméra. Tu es en train de dire, Didier, qu'en fin de compte, grâce à l'outil digital, on va pouvoir être à la limite plus efficace qu'avant. C'est-à-dire que les déplacements, on en fera moins. On pourra très bien rencontrer nos clients à travers des rendez-vous comme on le fait aujourd'hui. Être à l'heure, c'est déjà être en retard. Donc, l'avantage du digital, c'est qu'on va toujours commencer à l'heure. Peut-être terminer peut-être un peu plus tard, mais on sera certainement plus efficace. C'est ce que tu es en train de dire là? Oui, on pourra être plus efficace d'une part. Et puis d'autre part, on parle de cette dimension relationnelle. Tous vos clients ne cherchent pas à devenir vos potes, c'est-à-dire qu'il y a des clients aussi qui cherchent à être plutôt dans une relation droit au but, une relation où effectivement ces outils pour eux présentent l'avantage aussi d'être plus efficaces également dans leur manière de faire. Donc, je vais vous prendre un exemple qui pour moi est super important. Regardez, tout à l'heure, Olivier nous parlait de la poignée de main d'Emmanuel Macron. On sait dans le commerce à quel point cette poignée de main, elle est importante, elle nous donne des informations. C'est quelque chose qui est censé générer de la chaleur, du respect. Eh bien, aujourd'hui, cette poignée de main, elle est synonyme de contamination potentielle. Donc, c'est sûr que si on n'intègre pas ces éléments-là et si on ne trouve pas la parade, je vais vous prendre un autre exemple. Pensez que dès le 11 mai, vos commerciaux vont pouvoir appeler leurs clients et les rencontrer. C'est une utopie. Vos clients vont être super focus eux-mêmes sur comment ils réalimentent la machine. Et donc, quelque part, ils vous verront en demande de prise de rendez-vous comme étant quelqu'un qui vient leur bouffer le bien le plus précieux qu'ils ont puis qu'ils sont mis au monde, c'est-à-dire de leur temps, et ils verront votre présence comme une source de contamination potentielle également. Donc, je veux dire, il faut intégrer ces nouveaux outils, il faut préparer vos commerciaux à savoir les utiliser maintenant pour être efficace au moment où il le faudra et au moment, effectivement, vos clients repenseront le business. Et puis, est-ce que vous avez… Vas-y. On a des questions suite à cette crise, justement.
Quels conseils avez-vous pour recontacter nos clients? Comment on procède? Comment va se passer ce premier contact? Ben, je pense que le premier contact, c'est maintenant qu'il faut le faire, comme on se l'est dit il y a quelques minutes, pour prendre des nouvelles au niveau du client, définir avec lui du coup d'après, de l'étape d'après. L'enjeu des commerciaux, Olivier parlait tout à l'heure de conquête ou de fidélisation. Vous savez qu'il y a quelques années maintenant où il y avait encore le concept du farmer, du hunting, vous savez, éleveur, chasseur. Tout ça, ça ne vaut plus aujourd'hui. Ça ne vaut plus. Il n'y a plus les éleveurs et les chasseurs. Aujourd'hui, il y a un adage qui est et c'est Hervé Goujon de la société Edifia avec qui j'avais eu un échange qui m'avait dit ça et je trouve qu'il était vraiment dans le vrai. Il disait qu'il fallait considérer ses clients comme des éternels prospects. Donc l'idée, c'est de toujours être en mode projet avec ses clients, d'être toujours dans le coup d'avance avec eux, d'être en amont sur les affaires. Et par rapport à ta question, Nathalie, moi je crois que l'enjeu du commercial, et ce point-là, il est super important également, l'enjeu du commercial est de faire en sorte que le projet qu'il avait avec son client ou son prospect avant le 17 mars soit au même niveau de priorité au 11 mai. C'est-à-dire de faire en sorte qu'avec tout ce qui s'est passé sur ces 2 mois-là, ce projet qui était au niveau 1 ne soit pas rembarré au niveau 10 de la gestion des priorités. Ça, c'est le talent sur lequel les commerciaux vont devoir se faire preuve de beaucoup d'argumentation pour montrer au client que le projet qu'il avait juste avant la période où tout s'est mis à l'arrêt, où tout est tourné au ralenti, est toujours un projet super important pour lui. Moi, je serais les chefs d'entreprise qui nous écoutent, je préparerai les commerciaux sur ces argumentaires-là. Comment tu vas convaincre ton client que le projet qu'il avait avec toi, qui était au niveau 1, 2 ou 3, avant le 17 mars, ne soit pas relégué à la 10e ou 15e position. Alors Didier, j'entends bien ce que tu dis. Là, je vois qu'on a Jean-Paul Lempereur qui vend 13 000 voitures à travers toutes ces concessions multimarques dans le Pas-de-Calais. Je salue Jean-Paul. Il a énormément de commerciaux également sur ces concessions. Là, si tu avais un conseil à lui donner, est-ce qu'aujourd'hui, on peut vendre des voitures en digital aujourd'hui? Est-ce que c'est possible? D'abord, je salue Jean-Paul parce que j'ai eu le plaisir d'être en relation avec lui quand je dirigeais les services de publicité de La Voix du Nord. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect quand je vois ce qu'il a su créer sur le plan entrepreneurial. Moi, je crois que oui, de toute façon. Alors, peut-être que la différence, c'est comme un de mes clients, Emmanuel Breuil de chez Roche-Beaubois, est-ce que les gens vont tout de suite pousser les portes des concessions, des points de vente? Il suffit de voir, nous ici en Belgique, on a réouvert les points de vente de tout ce qui est bricolage, magasin d'espace vert, et les gens viennent tout de suite en influence. Donc, je pense que les gens vont avoir envie d'eux. Donc, je pense que la situation sera pondérée sur le trafic potentiel en concession ou en point de vente. Jean-Paul a probablement des éléments par rapport à cela. Mais je crois qu'aujourd'hui, on peut tout vendre en visio. Moi, je me souviens avoir gagné une très, très belle compète sur un de mes clients en Afrique et je l'ai gagné en visio. Et souvenez-vous de ça, je pense que si votre commercial, que ce soit en visio ou en face à face, envoie toute l'énergie de l'attention sincère qu'il a à être motivé à trouver la meilleure solution pour le client, qu'on soit en visio, qu'on soit en face à face, ça se ressent, ça se ressent. Et le client est tout à fait, je dirais, capable de pouvoir percevoir ça et de vous faire confiance à ce moment-là. Donc, je pense que oui. Didier, il nous reste 8 minutes. On commence toujours à l'heure, on termine toujours à l'heure au Business Club. J'ai 3 dernières questions à te poser. Peut-être que Nat en aura une dernière, mais écoute et regarde bien ce slide que je suis en train de projeter. Tu le vois là ou pas? Oui, je vois le slide d'Annick. D'Annick Berrier, qui est la patronne de Sofacobat, qui dirige 150 personnes dans le bâtiment, qui a repris le travail cette semaine et qui est la présidente du club de Dunkerque. Je salue Eddy Schuster, qui est le manager qui nous écoute. Elle a posé 3 questions et je te demande des réponses courtes. Quel est le premier rôle du manager? Quelle est la qualité que doit avoir le manager? Et comment maintenir la motivation de ses équipes? Le premier rôle du manager, c'est la bienveillance. C'est véritablement d'envoyer des signaux comme quoi les conditions de reprise de votre force de vente ont été réfléchies, pensées par l'équipe de direction. Qu'est-ce qu'on va leur donner comme matériel pour pouvoir bien faire le job? Ça va être quoi dans le pactage? De voir comment vous avez pensé à les protéger également. De voir que si on se dit qu'on peut faire un bon job commercial en visio, pensez à des détails, mais la caméra, les fonds d'écran, enfin voilà.
pensez à comment vous allez, sous forme de bienveillance, de tolérance, à accepter que des gens travaillent de chez eux, on puisse avoir, je dirais, reconsidérer la manière dont on manageait les équipes par rapport à avant. Ça c'est le rôle du manager, c'est de donner le sens, de dire voilà où est-ce que je veux aller avec vous, de redonner du cap et de bien confirmer en termes de qualité, je dirais, l'attention sincère que l'on porte à sa force de vente. Que cette force de vente est un élément indispensable, une condition indispensable pour la réussite de la reprise de vos activités. Comment maintenir la motivation? Appelez-les, prenez de leurs nouvelles, donnez-leur du feedback, intégrez-les, comme on l'a dit tout à l'heure, dès à présent dans des séquences de vision en collectif, remobilisez-les et vous verrez que de toute façon, avant la motivation, il y a cette notion d'engagement. Allez chercher un oui à l'engagement, comme quoi votre vendeur est toujours dans votre roue, il croit dans le maillot et ça va repartir. Je suis convaincu que ça va repartir, véritablement. Avant-dernière question, Philippe Descampio, qui est le patron de Descampio, une entreprise d'immobilier. Comment adapter nos comportements en période de crise? Aujourd'hui, il a plus de 100 collaborateurs. Eh bien, d'abord, je salue Philippe parce que c'est un de mes clients. Voilà, et je sais à quel point lui sait que la force de vente est un vrai facteur clé de succès à l'efficacité, à la performance de son entreprise. Je pense que c'est la créativité. C'est la créativité parce que Philippe, lorsqu'on échangeait la semaine dernière ensemble, me disait, tu vois Didier, j'ai une idée, je vais la tester avec mes commerciaux, mais on pourrait faire en sorte d'imaginer que finalement le commercial, mon négociateur, soit les yeux de mes clients. Et donc, par rapport à cela, j'ai envie de filmer des visites de biens, mais tout, également en levant la moquette et autres, et d'être finalement dans cette démarche de sincérité et de revisiter peut-être, reconsidérer la manière dont on fait le job en termes de négociateur. La notion de créativité est un vrai facteur clé de succès. Donc, adapter nos comportements en période de reprise, c'est qu'est-ce qui doit évoluer dans nos offres, qu'est-ce qui doit évoluer dans la manière dont mes commerciaux vont faire le business. Et encore une fois, vos commerciaux, dès le moment où ça va influer sur leur performance économique, je peux vous dire que vos commerciaux seront particulièrement riches de créativité. Et Philippe, il a déjà ce coup d'avance parce qu'aujourd'hui, il est très digital et je vois aujourd'hui, il propose des visites en visio. Enfin, il a toujours eu cette longueur d'avance. Coup de chapeau, Philippe, pour ce que tu fais. Également, Cyril, qui est à Lyon, non, qui est à Valence exactement, qui est dans l'automobile. Et il te demande comment voyez-vous la phase de négociation après 2 mois de confinement? Enfin, on a déjà un petit peu évoqué la réponse, mais en 2 mots, Didier. Écoute, Olivier, et écoute, mon cher Cyril, déjà, il y a un dicton sur lequel je voudrais échanger avec toi, c'est les ventes. Les ventes se gagnent avant que la négociation ne commence. Les ventes se gagnent avant que la négociation ne commence. Donc, d'imaginer qu'après la reprise, on doit entrer à nouveau dans une période de négociation, je pense que c'est tout le process commercial, véritablement le business et l'envie que le prospect ou le client a d'avoir signé avec toi, il se fait en amont de tout ce que l'on a vu là. Donc, après, on retrouvera un process normal de négociation. Juste, au plus on investira d'énergie et d'attention sur l'interlocuteur, sur qui il est, qu'est-ce qui le motive, sa personnalité, encore plus qu'on ne le faisait avant, je suis persuadé qu'on rentrera dans des démarches de négociation plus coopératives et moins conflictuelles. Voilà. François Bontemps, que tu connais bien parce que tu suis l'entreprise également, tu accompagnes l'entreprise commercialement. François, qui est membre du HBC depuis le début de notre belle aventure, de notre belle histoire. Et là, il fait un petit laïus concernant les chiens de traîneau. C'était à refaire. Quelles précautions, changements seraient pris par rapport à la dernière expédition et pourquoi? Salut François, je ne sais pas si tu nous écoutes, mais voilà, François Bontemps, c'est la société Provo, c'est une entreprise qui a compris qu'au plus elle investissait dans sa force de vente, au plus ça générait de performance. C'est une entreprise qui a décidé d'investir dans une Sales Academy. C'est une entreprise qui a décidé d'organiser des rituels de training de vente. Donc, bravo à cette entreprise Provo. Les choses que je changerais, parce que j'ai une expé qui est prévue en mars 2021, cette fois-ci uniquement sur l'Islandis.
je changerais, c'est d'abord de m'accorder encore plus de temps pour pouvoir profiter de ces moments-là, de me déconnecter encore plus. Et peut-être, mais on verra en fonction de ce que l'avenir me réserve, mais peut-être oser partir 8 semaines d'affilée, ça pourrait être top canon. La deuxième clé, ça serait bien d'inviter des potes, quoi, parce que être seul à partager ces moments-là, c'est magique, mais en même temps, c'est tellement dommage parce que quand vous êtes devant un silence assourdissant, sans mauvais jeu de mots, avec tout à coup un iceberg qui se retourne, et le fait d'assister à toute cette énergie pour revoir 15 minutes après ce même silence, ces aurores boréales, ces chiens, ces ours blancs, enfin voilà, c'est d'être dans le partage par rapport à ça. Et puis, peut-être malheureusement, la troisième clé, ça serait de devoir toujours partir un peu plus tôt parce que malheureusement, avec le réchauffement climatique, la dernière expédition sur laquelle je suis allé a bien failli mal tourner. Et mal tourner, pourquoi? Parce que la banquise change trop vite et trop rapidement. Voilà. Dernière question, Nat. Est-ce qu'elle va être intéressante, ta dernière question? Parce que jusqu'à présent, non, je déconne. Vas-y. Nat, à toi la parole. Non, on a beaucoup parlé de reprendre contact et garder contact avec nos clients, mais on a aussi beaucoup de questions. 2-3 personnes parlent de prospection, qui est un peu de la conquête de nouveaux clients. Comment ça va se passer à la reprise auprès d'entreprises qui ne connaissent pas? La prospection pure et dure. Je pense que de toute façon, l'enjeu prioritaire, c'est vraiment je ne pose pas les deux, mais la fidélisation au niveau de vos clients, quoi. Faites en sorte que ce qui était dans le pipe avant cette période se transforme le plus possible dans vos forecasts en vente. Après, rien que déjà ça va utiliser beaucoup d'énergie et du temps de vos forces de vente. Et puis après, je pense que les outils digitaux peuvent nous permettre, en tout cas, on entraîne des forces de vente, nous, chez Vertu, par rapport à cela. On a des outils digitaux qui nous permettent de réaliser des rendez-vous de prospection ultra efficaces, d'être dans la méthode dont parlait Olivier tout à l'heure, cette fameuse méthode qui nous permet de générer des rendez-vous de qualité, y compris avec les outils de l'instant, les outils digitaux. Donc, pour moi, c'est une question de préparation, c'est une question d'entraînement des équipes de vente et je suis convaincu que ça peut ouvrir de belles perspectives. Cette période qu'on traverse, elle est compliquée pour tout le monde, elle est compliquée pour moi, mais je suis convaincu, et cette notion d'optimisme, c'est un vrai facteur clé de succès dans ce qui m'anime depuis de nombreuses années. Je suis convaincu que c'est vraiment une période également qui nous donne l'opportunité de tester et d'évoluer dans le mode de relation avec nos commerciaux de plein de manières. Voilà. Juste en guise de conclusion, peut-être Olivier, si tu en es d'accord quand même. En fait, par rapport à cela, si je voulais refaire une analogie avec les chiens de traîneau, toi, à partir du 11 mars, vous avez des commerciaux qui se réveillent, qui s'ébrouent dans tous les sens pour enlever le givre, qui s'étirent pour justement repartir à la compète. Soit vous avez fait ce qu'il fallait pour que dès le 11 mars, vos chiens… Le 11 mai, pardon. Ils soient déjà attelés, ils aient déjà ce qu'on appelle le fameux désir to go. Les commerciaux sont vraiment des populations à part, sont des gens qui développent davantage d'émotivité, sont des gens qui ont besoin de reconnaissance, sont des gens qui sont hypersensibles à la conjoncture et au succès des affaires. Ils peuvent être potentiellement fragilisés par rapport à cette période-là. Donc, véritablement, la démarche que vous allez avoir avec eux, auprès d'eux, dès, je l'espère, demain, et certains d'entre vous n'ont pas attendu pour ça, mais c'est un vrai facteur clé de succès pour vous à la reprise. Ne demandez pas à vos commerciaux ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous demande si vous étiez à leur place. Réadaptez, peut-être soyez créatifs sur les systèmes de REM. Je sais que c'est compliqué, la trésor est un vrai sujet, elle l'est pour tous. Mais en même temps, si vous ne voulez pas que ça vous explose en vol, prenez du recul, prenez conseil autour de vous sur le meilleur environnement pour mettre votre équipe de vente dans un dispositif de réussite et de succès. Voilà. Voilà, on sait bien, c'était très intéressant. Je suis au-delà de nos espérances parce que tu es un mec intéressant. Didier, non, je plaisante, mais je voulais remercier toutes les personnes qui nous ont aidés pour l'organisation de cet événement. Je voulais remercier Gérald Dacan et Thomas, toute mon équipe Business O2 avec Peggy, Victoire, également Céleste et Benjamin, et tous les managers également qui ont contribué à la bonne réussite.
Merci Didier, j'ai appris plein de choses. Tu es un gars qui donne envie, donc j'espère que tous les membres auront envie d'avoir tes coordonnées. En tous les cas, je les mettrai à disposition. Et je vous donne rendez-vous jeudi matin 11 h. On sera avec Xavier Bertrand qui répondra aux 15-20 questions que nos membres vont poser. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi et à très bientôt. Merci à tous. Merci à vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir.